Bon, bah, je vous remercie tous d'être venus encore une nouvelle fois à Culé. Je vois qu'il y a des têtes de la dernière fois qui sont revenues, donc c'est que ça plaît quand même. Pour accueillir notre cher Didier, qui cette fois-ci se présente à la présidence de la République française. Ça y est, il dit tout. Eh oui. Et donc, j'en profite quand même pour rappeler que cet homme, pour moi, je le redis et je n'arrête pas de le redire à beaucoup d'entre vous, c'est la solution pour notre pays. Hein, les élus que je vois assez nombreux dans la salle, maires, conseillers départementaux, on en parle assez souvent. On se rend compte, beaucoup de maires me disent bon, Sylvain n'est pas là ce soir, mais à la com d'Aglo, on discute entre nous, oui, ça ne peut plus durer, les gens n'en peuvent plus, mais quand il faut franchir le pas, on s'aperçoit que les gens sont un peu réfractaires, ont peur, on n'ose pas franchir. Donc moi, j'ai préféré franchir le pas avec Didier Toisin, car, comme je le dis et je le répète, c'est un homme intègre. Alors, on peut lui reprocher qu'il soit militaire, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup dire « Ah, c'est un militaire, les militaires, c'est pas fait pour faire de la politique ». Mais quand on voit les individus qui nous gouvernent à l'heure actuelle, on pourrait mettre, je ne dis pas n'importe qui. Hein. Alors moi, j'ai choisi un homme qui n'est pas normal. Donc, ça commence bien, alors. Ah, non mais de nos jours, on parle que. Et on s'en va. Hein, non mais l'image, c'est l'image, on va dire. Hein, pour moi, mon point de vue, c'est que j'ai choisi un homme pas normal parce que à force d'avoir des gens normaux depuis 40 ans, on voit le résultat. Donc peut-être en choisissant quelqu'un de pas normal, peut-être qu'on pourrait y remédier. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc moi j'invite mes chers collègues, hein, que je vous vois dans les yeux là, tous, hein, à parrainer notre cher Didier. Parce que pour moi c'est un bon produit. Pas normal, produire. Non mais il faut le dire. Non mais voilà, comme de la viande ou du lait, quoi, hein, c'est ça. Je pense que c'est un bon produit. Bon, on en rigole peut-être à l'heure actuelle, mais je trouve que c'est vrai que tout ce qui nous revient des gens qu'on connaît, vous dans votre milieu, notre pays va plus que mal, on va dire. Hein. Et c'est vrai que on dit toujours ça n'arrivera pas en France. Mais ça va mieux quand même. Oui. Hein? En Meuse. En Meuse. Et comme je le dis, au bout d'un moment, il faut savoir s'engager. Moi, c'est vrai que jusqu'à présent, je ne me suis jamais engagé dans quoi que ce soit. Bon, je me suis mis dans la mairie avec mes élus, que je tiens quand même encore à remercier parce qu'elles me supportaient. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que tous les jours, ça va être dur. Ouais. Donc moi, là-dessus, je soutiens parce que c'est vrai que vous, votre carrière, on va dire, professionnelle, vous êtes intervenu dans des choses qui n'auraient jamais dû arriver ou que personne n'attendait. Et la situation de notre pays, on ne sait plus ce qui va réellement se passer. Et je dis et je le répète, rien que nous, dans notre secteur, on va dire la com d'Aglo, la Meuse, c'est même incertain. Bon, pour nos habitants, c'est vrai que tout le monde s'intéresse à la fiscalité, parce que bon, ça augmente, on ne sait plus où est-ce que ça va s'arrêter. Mais moi, je vois plus loin, on va dire, avec Didier, c'est que de toute façon, notre pays, on va dire, il n'y a plus de chef. On s'aperçoit que tout va en déconfiture. Et j'espère que cet homme-là, ce produit-là. Ouais, ce produit-là, on va dire. Non, mais c'est malheureux à dire, c'est que maintenant, quand on voit la politique à la télé, c'est une histoire de produit quand même, quand on regarde bien. C'est celui qui parlera mieux. Alors c'est vrai que vous ne parlez pas beaucoup. Quand vous ne savez pas, vous vous taisez. C'est ça qui est... Oui, t'inquiète pas. Non, mais il m'a invité pour l'écouter. Moi, je le connais. Je le connais. C'est que l'avantage, c'est que quand il ne connaît pas, il ne parle pas. Moi, des fois, je connais et je parle. Je connais pas et je parle. Et je parle. Bon, c'est tout. Donc, je vais vous laisser pour le produit qui vous intéresse. Bon, malheureusement, pas pour moi. Donc, je remercie les élus, les citoyens, parce que je pense que les citoyens, on doit les informer. Et c'est à vous de jouer, mon cher Didier. Et pourquoi vous me passez le micro puisqu'il fonctionne pas? Il marchera peut-être. Ah là, si il fonctionne, vous me le donnez. Mesdames, Messieurs, bonsoir, et je salue tout particulièrement les élus. Je suis très heureux de vous rencontrer. Si je suis revenu, c'est tout simplement parce que lui, il me téléphone 3 fois par jour.
Alors j'entends les vaches, le tracteur, enfin tout quoi. Hein, 3 fois par jour, ainsi d'ailleurs qu'à Thierry Bourdelais, etc. Il passe son temps à téléphoner. Nathalie, il passe son temps à téléphoner. C'est énorme, hein, voilà. Et donc, non, en fait, il m'a dit, c'est le cœur de la France, Culé, c'est le centre du monde, vous ne pouvez pas faire autrement que de revenir, sachant que j'habite moi aussi un centre du monde, il est un peu plus développé, 500 habitants, donc, oui, hein, voilà, c'est grand. Mais je suis très heureux de revenir ce soir, et j'ai profité de 2 invitations, l'une à Luxembourg, demain soir, pour parler aux Français de Luxembourg, du Luxembourg, et puis après-demain à Strasbourg, donc pour repasser ici avec un grand plaisir, et je me dis parfois que ce n'est pas la dernière fois, avant la présidentielle. Voilà. Ce soir, j'avais, selon ce que m'avait dit Lidéric, j'avais envisagé une soirée avec essentiellement des élus. Je constate qu'ils sont une minorité, mais je les remercie quand même d'être ici. Et j'avais donc envisagé de parler du rôle de l'élu, tel que moi je le vois. Mais je crois que ça concerne tous les citoyens, parce que les élus, ils sont les élus des citoyens, des Français. Donc je vais rester là-dessus, mais j'y resterai le moins longtemps possible, et puis ensuite on passera aux questions, à toutes les questions que vous voudrez, sans exclusive, et comme le dit Lidéric, quand je ne sais pas, eh bien moi je n'hésite pas à dire « je ne sais pas ». Parce que je ne connais personne au monde qui sache tout et sache tout faire. Personne. Et on va aujourd'hui à l'Élysée un spécialiste de l'économie, il n'y a qu'à voir le résultat. Bien. Alors, d'abord, pour les gens qui n'étaient pas présents la dernière fois, qui suis-je? Combien de temps vous me donnez? Nos limites. Non, mais ça c'est pas bon, ça, parce que demain matin, on y est encore. D'abord, qui suis-je? Je suis issu de la terre, comme on dit chez moi, hein, c'est-à-dire que mes grands-parents paternels étaient tous les deux de l'assistance publique, métayers, illettrés. Et mes grands-parents maternels étaient vendéens, mais avec une propriété trop petite en Vendée, donc ils ont émigré en Sud-Charente, donc et mes parents se sont rencontrés en Sud-Charente. Mon père a été le premier diplômé de la famille avec son certificat d'études, n'est-ce pas? Et puis dès le lendemain, il était engagé comme commis de ferme, c'est-à-dire il gardait les vaches et il couchait avec les vaches. En 1939, il s'est engagé pour la durée de la guerre, il a duré jusqu'en 1962 pour lui. Ensuite, il a racheté une entreprise en faillite, il a été vice-président du Conseil général de la Charente. Et je disais tout à l'heure à quelqu'un dans la rue que dans mon enfance, je gardais les vaches. Bien. Et je dis ça parce que je suis un pur produit de l'ascension sociale sur 3 générations. Et je suis extrêmement reconnaissant à mes grands-parents et à mes parents, hein, de ce que je suis général, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai fait ça. Dans ma carrière militaire, bon, Saint-Cyr, etc., j'ai fait beaucoup d'opérations pour les gens de ma génération, c'est-à-dire une trentaine, en particulier le Rwanda, que je connais de A à Z. Et puis, j'ai aussi, bien sûr, travaillé en état-major, la réforme de l'armée de terre suite à la réorganisation de l'armée de terre suite à la décision du président Chirac de professionnaliser. J'ai participé, j'ai fait du renseignement, et j'ai aussi créé l'établissement public d'insertion de la défense à la demande de Michel Yomari pour les jeunes de banlieue. C'était prévu initialement pour aider entre 80 et 100 000 jeunes, ou 70 ou 80 et 100 000 jeunes par an, et bien pour des raisons politiciennes, je ne dis pas politiques, mais pour des raisons politiciennes, cet établissement plafonne à 3 500 par an. Et je crois que c'est vraiment, comment dire, ne pas l'avoir développé alors qu'on nous l'avions créé, c'est l'une des causes sans doute de l'état de notre pays aujourd'hui, parce que 100 000 gosses par an qui étaient, comment dire, à qui on apprenait ça c'est bien, tu fais, ça c'est mal, tu fais pas, à qui on apprenait à lire, écrire et compter les éléments d'un métier et qu'on embauchait, c'était énorme. Parmi les gens que j'ai formés initialement, il y en a un aujourd'hui qui a suivi des écoles, une formation de cuisinier et qui est à Singapour à 4 000 € par mois. Il vient d'une banlieue, il ne savait ni lire, ni écrire, ni parler français. Voilà, ni compter. Voilà donc ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai quitté l'armée un peu fâché, hein, j'étais quasiment vidé. Donc avec mon épouse enseignante en retraite, nous sommes allés créer une école au Sénégal.
Une école qui sera bientôt financièrement autonome, parce que pour subvenir à son fonctionnement, eh bien, nous avons créé une exploitation agricole. Oui, moi aussi. Hein, une exploitation agricole dont les revenus, dans quelque temps, permettront de faire fonctionner l'école. Alors, quand je me suis engagé en politique, grâce à François Hollande, et oui, il a quand même fait quelque chose de bien pour moi, cet homme-là. Hein, au moment du mariage pour tous, on a commencé en France à parler, c'était le début, on a commencé en France à parler de possibles guerres civiles. Les guerres civiles, j'en ai vécu 4 sur le terrain. Le Liban, la Somalie, le Rwanda, la Yougoslavie. C'est absolument horrible. Bien sûr, les destructions matérielles, mais les morts, bien entendu, mais à l'intérieur des personnes, les personnes intérieurement sont détruites. Les familles sont détruites. Des peuples entiers sont détruits, et parfois pour des générations, et parfois définitivement. Donc cette perspective, pour moi, était intolérable, et donc j'ai décidé de m'engager. Alors au début, je n'ai pas décidé tout de suite de m'engager à la présidentielle, parce que j'étais totalement inconnu, mais il faut faire quelque chose. Voilà, c'est ça, un officier parachutiste, c'est fou. C'est fou, un officier parachutiste. Il faut faire quelque chose. Eh bien, il se lance. Et j'ai commencé par un bouquin, le rouge, là, qui est ici, dans lequel, qui est ce que certains appellent une vision de la France. Vous m'en donnez un chat, s'il vous plaît? Une vision de la France, c'est-à-dire l'état des lieux, et puis comment dire, les principes qu'il faudrait adopter pour rebâtir notre pays. Le titre est de mon épouse, Rebâtir la France, parce qu'elle a beaucoup participé à écrire ce livre. Ah oui, c'est ça. J'étais tellement peu sûr de mon affaire, j'envisageais tellement le fiasco que j'avais envisagé de le publier à compte d'auteur et de le diffuser dans mes réseaux. J'en aurais vendu glorieusement 150 à 200 exemplaires. Eh bien, nous venons d'imprimer le 11e 1000, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un livre politique. À titre de comparaison, Valls en a vendu 500 exemplaires et Cambadélis 150. 175 depuis hier, paraît-il. Voilà. Bon, là donc l'affaire démontrait qu'il y avait quelque chose à faire, vraiment. Une équipe s'est formée autour de moi, je suis allé chercher personne, les gens sont venus, beaucoup sont partis, et puis un bon nombre sont restés. En particulier ce jeune qui rigole là, et puis Thierry ici. Mais en France aujourd'hui, je pense que nous sommes plus de 200 à travailler activement, tous bénévoles. Je n'ai pas suffisamment d'argent, très peu. À travailler sur ce projet, dont des réseaux locaux dans les départements. Je crois que nous avons une représentation dans bientôt les 2 tiers des départements. Nous avons créé une association politique, Rebâtir la France, parce que l'expression, la phrase commençait à devenir connue, voilà, qui donc a les mêmes avantages qu'un parti politique, en particulier au point financier. Et nous avons ensemble, j'ai piloté la rédaction de ce livre, qui est le projet présidentiel, et non pas mon projet présidentiel, qui est sorti le 22 février, juste quelques jours avant que je passe ici. Hein, c'est ça? Voilà. Vous avez été parmi les premiers à le connaître. Et donc, pourquoi le projet présidentiel? Parce que nous avons travaillé comme une équipe d'audit. C'est très difficile à un officier de regarder la France de l'extérieur. Il est plutôt à fond dedans. Mais on s'est efforcé à cela, regarder l'extérieur, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer notre pays. Et nous considérons que, bien sûr, on peut discuter à la marge, on peut discuter dans les détails, mais pour rebâtir la France, c'est ça qu'il faudra faire. On peut, encore une fois, discuter à la marge. Ouais. Mais l'essentiel est là-dedans. C'est très petit, vous voyez. Et puis donc, ma décision de me présenter à la présidentielle, elle est très récente en fait. Je le dis en conférence depuis maintenant 1 mois à peu près. 1 mois à peu près, voilà. Et elle est venue parce que la dynamique est telle que je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Je rappelle, je n'ai pas dit tout à l'heure peut-être que je ne me suis pas engagé pour faire carrière. J'ai fait carrière. D'ailleurs, je n'ai pas fait carrière. J'ai fait mon métier. C'est très différent. Pour la petite histoire, je dis souvent que j'ai été puni à tous les grades. C'est-à-dire que j'étais un officier presque incommandable. Donc un officier qui fait carrière n'est pas incommandable. C'est pas vrai. Il obéit toujours, lui. Et donc, ma carrière est faite. Je me contente de recruter et former pour servir, comme officier, comme patron.
Et j'ai fait ça pendant toute ma vie professionnelle. Donc c'est exactement dans cet esprit que je me suis engagé. Je me suis engagé par esprit de service pour mon pays qui va mal, en essayant de montrer ce que je crois être la voie, ce dont je suis persuadé que c'est la voie pour en sortir. Et j'ai décidé de m'engager hors parti, parce que la plaie de notre pays, c'est le système désastreux des partis. L'expression est de De Gaulle. Et de De Gaulle, hein, le système désastreux des partis qui, tout au long de l'histoire de France, il l'écrivait, chaque fois qu'il s'est installé, ce système, eh bien, il a mené la France soit dans le gouffre, soit au bord du gouffre. Et à chaque fois, il s'est trouvé quelques-uns, ou des centaines de milliers, ou des millions de Français pour sortir la France du gouffre. Eh oui, eh bien, on est un petit peu encore dans cette situation-là. Parce que le gouffre, on n'y est pas encore, mais comme le disait Derek tout à l'heure, on peut très bien y arriver assez rapidement maintenant. Hein. Voilà. Donc je suis radicalement hors parti et je ne suis même pas membre de l'association politique Rebâtir la France dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des amis, mes amis, qui m'ont dit mais on ne pourra pas faire sans. Parce que pour faire de la politique en France, surtout à ce niveau-là, il faut un appareil, il faut un outil. Et bien donc on a créé Rebâtir la France, qui pour moi devrait être dissous immédiatement après législative si je suis élu, et qui, si je ne suis pas élu, continuera bien sûr en direction de 2022. Pourquoi dissous? Parce que je refuse de dépendre d'un parti quel qu'il soit. Le président de la République ne doit pas dépendre d'un parti. C'est l'un des vrais drames. Alors, moi, je ne sais pas tout faire. Je l'ai dit tout à l'heure, et je ne prétendrai jamais être spécialiste de l'industrie, de l'agriculture, des monuments historiques, de la santé, enfin tout quoi. Non, je ne sais pas tout faire. Il y a des gens qui savent. Il y a des spécialistes de chaque chose. Je me reporte à ça, à quelqu'un qui est de la région, là, Lyautey, Toré-Lyautey, c'est pas loin d'ici, je crois. Hein? Lyautey, le maréchal Lyautey, qui recevant au Maroc, où il était résident général, c'est-à-dire il représentait le gouvernement français dans les années de la Première Guerre mondiale, recevant un ministre, lui présente son état-major, et bien voilà le général d'infanterie, le général d'artillerie, le général de... etc. Et moi, je suis le général des affaires générales. Je ne sais rien faire de tout cela. Mon boulot à moi, c'est de les coordonner, les organiser, et de regarder devant. Voilà. Eh bien, c'est exactement comme ça que je vois mon rôle. Ce que je sais faire, moi, eh bien, c'est ce que dans l'armée on appelle commander, en entreprise diriger, et en politique gouverner. Ça, je sais faire, je l'ai appris. Et je crois qu'en la matière, on pourrait en parler toute la soirée. Maintenant, comment est-ce que je conçois la politique? Ce que je constate aujourd'hui, alors je veux bien préciser que je connais suffisamment d'élus autour de moi, dans ma région, en Charente, etc., et ailleurs. Hein. Ce que je dis, évidemment pas, il ne faut surtout pas croire que je fais un amalgame. Hein. Certainement pas. Je sais pertinemment que l'immense majorité des élus, et mon père a été élu lui-même, hein, sont des gens bien, qui font bien leur boulot, qui sont au service de leurs compatriotes, et dans des conditions, aujourd'hui, de plus en plus difficiles et très peu gratifiantes. Très peu gratifiantes. Il est, je suppose, extrêmement difficile pour un élu qui a les mains propres d'entendre critiquer les élus lui-même. Hein, voilà. Donc je n'amalgame pas tout le monde. Donc ma conception, la politique aujourd'hui, elle est conçue par beaucoup de gens, en particulier au niveau national, comme une carrière. Et les partis politiques, eux, fonctionnent un petit peu comme des entreprises commerciales. Ils se partagent un marché, ou ils se battent pour se partager un marché. Chaque entreprise segmente le marché, chaque parti politique segmente le marché pour s'attirer les faveurs. Donc on a un produit pour les musulmans, un autre pour les cathos, un autre pour les femmes de ménage, un autre pour les homosexuels, etc. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui en politique. Et ça, c'est extrêmement diviseur. C'est extrêmement diviseur. Et on vit aussi une période où on n'a plus aucun repère. Et je ne crois pas nécessaire de vous faire de dessin là-dessus. On n'a plus aujourd'hui de repères communs. Voilà.
Autrefois, on savait tous, je crois que dans mon enfance, j'allais passer 15 jours dans une famille amis de mes parents, ou à peine, eh bien, je recevais à peu près la même éducation que chez moi. Ça marchait pareil. Ça marchait pareil. Et chez nous, là-bas, des gens très pauvres, quand un jour mon grand-père a voulu me demander de travailler avec lui le matin, et j'ai dit non, et il m'a dit, ah, comme tu veux, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. À midi, je n'avais rien à manger. C'était fini. Et c'était partout pareil chez nous. J'ai appris à travailler comme ça. Bien, avec le grand-père. À midi, j'ai rien mangé. Je lui en voulais un petit peu. Mais il m'a appris énormément. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. On n'a plus aucun repère. Et donc, je crois qu'il faut absolument que la politique aujourd'hui redevienne ce qu'elle devrait être depuis, ce qu'elle a souvent été quand même, il faut le reconnaître, la façon dont la vivent beaucoup d'élus, encore une fois. Mais il faut qu'au sommet de la hiérarchie politique, elle redevienne un service. Le service de la France et des Français. Le service de l'être humain. Ça, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas uniquement la politique, mais c'est aussi l'économie qui doit être mise au service. Les technologies, l'enseignement, etc. Bien. Et il faut que nous revenions à ce que j'appelle nos fondamentaux. Certains appellent ça des valeurs. Moi, l'expression ne me plaît pas très bien, pas beaucoup. Les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce sur quoi nos ancêtres, depuis 60 générations, une génération c'est grosso modo 30 ans, hein, c'est ce sur quoi nos ancêtres, depuis 60 générations, ont bâti la France. Ont bâti la France, parce qu'elle n'était pas comme on la voit aujourd'hui, la France. Ils l'ont bâti sur le travail, ils l'ont bâti sur la parole donnée, et ils l'ont bâti sur quelque chose de fondamental dans notre civilisation occidentale, c'est une certaine conception de l'être humain. Et aujourd'hui, nous vivons presque sans nous en rendre compte, tellement nous sommes habitués, n'est-ce pas, dans une conception radicalement contraire. La conception que véhicule notre civilisation, c'est que l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus grande valeur dans l'univers. Et ça, quel qu'il soit. Le SDF comme l'énarque. C'est ce qu'il y a de plus grande valeur dans tout l'univers. Il est même plus grand que l'univers parce que par sa pensée, par son travail, le travail de son cerveau, il arrive à comprendre l'univers et à voyager dans l'univers. C'est ça, et c'est ça qui a été le moteur de tout notre développement culturel, économique. Voilà. Pour la petite histoire, dans les années, c'était encore Mao Tse-tung, dans les années 70, 80, peu importe, les Chinois se demandaient comment l'Europe pouvait connaître un tel développement économique. Ben, ils sont venus voir, ils ont envoyé des espions. Non, c'est pas la démocratie, ça fonctionne mal. C'est pas leur langue, ben, ils sont pas plus intelligents que nous, c'est quoi? Mais c'est leur culture, ils mettent l'homme au centre de tout. L'homme au sommet. L'homme doit être premier servi. Et aujourd'hui, on ne vit plus cela. On ne vit plus cela aujourd'hui. Et pas uniquement en économie, et pas uniquement dans les derniers temps, parce que regardez Napoléon. Moi, j'admire profondément Napoléon, son génie militaire. N'empêche qu'il a laissé la France plus petite qu'il ne l'a trouvée. Il a créé un empire qui n'a pas duré 15 ans, et pour tout cela, il a fait tuer 1 200 000 gosses. La chair à canon. Voilà. Là, il a instrumentalisé les humains, les êtres humains, pour un empire qui n'a pas duré. De même, Clémenceau, un Vendéen, un copain de chez moi là-bas. Hein, le père La Victoire. Oui, père La Victoire. Il y a deux choses quand même avec Clémenceau. Il a refusé la paix séparée demandée par l'Autriche-Hongrie pour détruire l'Autriche-Hongrie, hein, un objectif purement idéologique. Ben, il a fait tuer 500 000 Français en plus. Pour ça. Et ensuite, il a gagné la guerre, oui, bien sûr. Mais il a imposé aux Allemands un tel traité de paix, le diktat, qu'il a semé la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Donc là, lui aussi, c'est plus une politique au service de l'être humain, mais c'est une instrumentalisation par l'idéologie. Je pourrais vous citer d'autres exemples, et en particulier l'homme au service du fric. Au service du fric. Hein. On a beaucoup vécu ça. Et on le vit encore pas mal.
Donc, une nouvelle conception de la politique, en fait, ce n'est pas une nouvelle conception de la politique, c'est revenir à la conception politique de nos ancêtres, celle qui a fait la France. Celle qui a fait la France. Il y a plein de choses qui ne sont ni de droite ni de gauche, qu'aujourd'hui on a classées soit à droite, soit à gauche, et qui nous pourrissent la vie et qui nous divisent artificiellement. Alors, la mission du président de la République dans cette affaire-là, comment je la vois? Bien entendu, il s'agit d'abord de diriger l'État. Je crois qu'il a trois grandes fonctions, trois grandes missions. Moi, j'en rajouterai facilement une quatrième. On pourra en parler après. La première, c'est évidemment de diriger l'État. Mais pour cela, il a le gouvernement. C'est la fonction du Premier ministre. Alors, venez ici, monsieur le Premier ministre, vous allez obtenir tel résultat, vous allez faire ça. Et ce n'est pas le président qui fait. Il vérifie ensuite que c'est fait. Quand on a eu Nicolas Sarkozy qui faisait le boulot de son Premier ministre, de ses ministres, de ses secrétaires d'État, éventuellement celui de sa secrétaire particulière, il ne pouvait pas faire le sien correctement. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, pour redresser la France, pour rebâtir notre pays, pour lui redonner un avenir, que faut-il faire à ce niveau-là? Il faut que l'État, donc le Premier ministre, que l'État remplisse parfaitement ce qu'on appelle son rôle régalien. Sécurité intérieure, extérieure, justice, affaires étrangères et monnaie, si on récupère une monnaie nationale. Il doit le faire parfaitement, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la condition sine qua non de la seule légitimité de l'État. Si l'État ne fait pas cela, il est normal que les citoyens, qui ont un besoin réel de sécurité, eh bien, s'arrangent eux-mêmes pour les sécurités. On en est presque là. Moi, j'ai vécu ça au Liban avec les milices, les diverses milices. On n'en est pas encore là, mais ça vient. Donc, l'État doit remplir parfaitement ses fonctions régaliennes, ce qui n'est plus le cas. Deuxième fonction de l'État, qu'il ne remplit pas du tout, c'est la préparation de l'avenir. Je ne comprends pas qu'on ne nous parle jamais de l'avenir de la France. Mais à long terme, l'avenir aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1 an, la prochaine présidentielle. C'est ahurissant. Golda Meir qui disait « C'est bon pour un politicien que de s'intéresser à la prochaine élection, un homme d'État s'intéresse à la prochaine génération. » Chapeau. Chapeau. Hein. On n'en parle jamais. L'État aujourd'hui n'a pas de fonction de préparation de l'avenir. Or, le 21e siècle, on en connaît déjà les grandes lignes. On en connaît les grandes lignes. On peut en parler tout à l'heure si ça vous intéresse. On en connaît les grandes lignes. Et il sera ce que nos hommes politiques en feront ou n'en feront pas. Et au bout du siècle, eh bien, soit la France sera encore vivante et elle aura fait quelque chose du siècle, soit elle sera morte, étant donné les grandes lignes du XXIe siècle. C'est ça qui peut se passer. Et ça, si ce n'est pas important, si vous voulez, je ne sais pas ce qui est important. Et la troisième fonction, ben, c'est de libérer les énergies. Je vous disais tout à l'heure que tout doit être construit, toute politique doit être construite sur le service de l'homme. Le plus important, c'est l'être humain. Chacun, vous, madame, vous, monsieur, et moi. C'est nous, les plus importants. Et nous avons tout ce qu'il faut pour nous épanouir nous-mêmes. Il faut que l'État nous favorise, crée les conditions pour que nous puissions nous épanouir. Alors que ce soit culturellement, économiquement, ou n'importe quoi, si vous voulez. Hein, et qu'il crée les conditions. Aujourd'hui, nous sommes complètement bridés. Et je le constate partout. Partout où je passe, il y a des énergies fantastiques dans notre pays et dans tous les domaines, et elles sont bridées, brimées. Eh bien, donc vous voyez qu'il faut changer radicalement le logiciel de l'État, finalement. Au lieu de faire systématiquement des lois pour quelque chose qui va mal, eh bien, il vaudrait mieux défaire un paquet de lois, lever tous les carcans pour que les gens puissent faire leur travail. Et simplement, eh bien, coordonner en fonction de l'intérêt général et du bien commun. Pardon. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est prendre les décisions qui structurent l'avenir. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui structure l'avenir aujourd'hui pour la France de demain? Je ne vais pas tout citer, sinon je vais passer la soirée encore une fois. Mais je crois qu'il y a au moins 3 grands points. D'abord, réduire d'une manière drastique la dépense publique. Et c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Quand on regarde la dépense publique, il y a énormément de choses, énormément de gabegies,
enfin, il y a beaucoup d'économies à faire, ne serait-ce que dans les commissions paritaires, là-dedans, ne serait-ce que dans les subventions. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut que l'État donne l'exemple aussi. J'étudie en ce moment un gouvernement à 15, maximum 20 ministères. Maximum 20. Pourquoi on en a 35 aujourd'hui? Franchement, c'est de la gabegie. C'est de la gabegie. Réduction de la dépense publique, il y a aussi la politique extérieure. Aujourd'hui, on peut difficilement, séparer politique intérieure et politique extérieure. Tellement, si vous voulez, les frontières sont devenues des passoires, et pas uniquement en Europe, c'est au niveau mondial. Avec Internet, les voyages, etc., les frontières sont devenues extrêmement poreuses. Donc, il est très difficile, il y a des influences très importantes, dans un sens comme dans l'autre. Et je vous dis tout à l'heure, le XXIe siècle, on en connaît les grandes lignes. Donc, il y a un rôle majeur du président de la République d'éclairer ce XXIe siècle et de prendre les décisions. Sinon, bon, écoutez, sinon, moi je peux déjà vous dire quelles sont les guerres de nos enfants. Je peux déjà vous le dire si nous ne prenons pas garde. Elles sont déjà écrites. Chaque génération prépare, inconsciemment sans doute, parfois très consciemment, mais prépare les guerres de ses enfants. Voilà. Eh bien, moi je peux déjà vous dire quelles sont les guerres de nos enfants. Si nous ne faisons rien pour les éviter. Et elles risquent d'être très, très rudes. Et puis ensuite, il faut, pour toujours préparer l'avenir, il y a l'investissement de long terme. Or, une nation, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient tout simplement de la relation d'un homme et d'une femme qui donnent un enfant. C'est tout bête. Sans enfant, il n'y a pas de nation. Aujourd'hui, toute l'Europe, et il y en a qui sont pires que nous, toute l'Europe est en voie de suicide démographique. Donc il y a une nécessité vitale, au sens fort du terme, si on regarde au-delà de notre bout du nez, si on regarde au-delà de la prochaine élection présidentielle, ou si on regarde au-delà de notre vie à nous. Moi, dans 20 ans, je ne serai plus là, ou 25. Si on regarde au-delà de cela, eh bien, il y a une nécessité vitale, si on veut que la France continue, mais d'investir dans la famille, de permettre aux familles de faire des enfants. C'est très important. On pourrait citer d'autres choses. Je dois dire que pour cela, le président de la République doit avoir une qualité particulière que nous développons beaucoup dans les armées, parce qu'on nous l'a fait développer. On nous l'a fait développer. Ça fait partie de la formation de l'officier. C'est, entre guillemets, voir l'avenir. Et pour voir l'avenir, il ne s'agit pas de lire dans la boule de cristal. Personne ne sait faire, moi le premier. C'est-à-dire envisager justement l'avenir. Pour envisager l'avenir, il faut d'abord avoir une culture solide du passé, de la civilisation européenne en général, parce que nous sommes très liés aux Européens, de l'histoire du monde. Une culture très solide, une connaissance très précise du présent, et puis ensuite se projeter dans l'avenir pour voir ce qu'il faut faire. Et ça, je ne vois aucun de nos derniers chefs d'État qui l'ait fait, sauf peut-être un peu François Mitterrand. Voilà, aucun. D'ailleurs, à titre indicatif, certains sont tellement peu cultivés de nos anciens chefs d'État qu'il y en a un qui, placé en parlant avec les Russes, leur disait « Heureusement que vous êtes venus à notre secours pour gagner la victoire de la Marne en 1917. » Un président de la République française qui plaçait la bataille de la Marne en 1917, s'il vous plaît. C'est ahurissant, cette inculture. Comment peut-il gouverner? Moi, ça me dépasse. Bien, la troisième fonction du président de la République, c'est de faire sans cesse, toujours, de l'unité et de l'amitié entre les Français. Je crois que c'est peut-être même sa première mission. Sa première mission. Nous sommes un peuple qui a une propension terrible à se déchirer, à se diviser, et tout au long de l'histoire, que ce soit du temps des rois, des empereurs, des présidents de la République, la première fonction du chef, c'est de faire l'unité. Ce qui n'est pas facile. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation. Et je crois que, voyez-vous, de toutes les fonctions du président de la République, c'est celle-là, la plus importante et la plus féconde. Et la plus féconde. Parce que, je suis poète un peu à mes heures, je crois qu'on peut comparer notre nation, notre France,
un petit peu à une femme. À une femme. Une femme, quand on l'aime, elle s'épanouit. Elle devient belle, de plus en plus belle. Elle se donne, elle est féconde dans tous les domaines, et ça rayonne partout. Et quand on ne l'aime pas, eh bien elle s'étiole. Elle s'étiole. Et tout s'en ressent. Eh bien c'est ça que nous vivons aujourd'hui en France. Nous n'aimons plus la France, et nous n'avons plus de chef qui nous la fasse aimer. Au contraire, ils passent leur temps, à faire de la repentance et à dénigrer nos anciens. Ça, c'est intolérable pour moi. Ce ne sont pas des chefs. Ce ne sont pas des chefs. Imaginez ceux qui ont été militaires, imaginez que quelqu'un vous fasse, on vous emmène au carton, hein, en opération, en vous disant, bon, le drapeau, c'est un torche-cul, d'ailleurs, Jean Zay, hein, le drapeau, c'est un torche-cul, la France, ça ne mérite pas d'être... Vous irez au carton? Jamais. Jamais. Eh bien, c'est ce que font nos chefs d'État depuis trop longtemps. Est-ce qu'ils laissent faire? Voilà. C'est la fonction la plus importante. Et je dirais que, quant à moi, la mission de l'élu local, eh bien, elle est déclinée exactement la même. Exactement la même, à son niveau. Je mets à part quand même les députés et les sénateurs, qui sont la représentation de la nation, mais les maires, eux, eh bien, ils sont dans l'exécutif quelque part. Ils sont dans l'exécutif. Et c'est à peu près les mêmes fonctions que celles du président de la République. Je connais quelques maires qui, vraiment de campagne, de communes rurales, dans des coins encore plus, plus déshérités qu'ici, n'est-ce pas, hein, où il y a une ambiance remarquable, une ambiance de convivialité, où on sent qu'il y a une vie et que ça redémarre. Pourquoi? Ils ont d'abord travaillé l'amitié, la convivialité, et fait travailler des gens ensemble. Ils ont inventé le potager municipal où tout le monde va travailler. Eh bien, ça crée une émulation, ça crée quelque chose. Bon. Je crois que c'est la même fonction à tous les niveaux, bien sûr, des dérivés. Et je dis, et moi c'est comme ça que je vois la fonction électorale, il y a entre le président de la République et les maires en particulier, constituent ce que je considère moi comme la colonne vertébrale de notre nation. La colonne vertébrale. Alors à titre indicatif, quand quelqu'un a une colonne vertébrale abîmée, voire très endommagée, pour se tenir debout, il lui faut un corset. En politique, le corset, ça s'appelle la dictature. La dictature. Et on y va tout doucement. Je n'ai pas peur de dire que nous y allons tout doucement à dictature. Et il y a quelque temps, j'ai tenu une réunion de maires ruraux, et l'un d'eux, me parlant de la loi Notré, l'a qualifiée de dictatoriale. Tout simplement. Voilà. Et donc, cette colonne vertébrale, elle est extrêmement importante. Je crois que c'est... Comment dire? Je ne sais pas comment dire. C'est peut-être ce qu'il y a de plus vital dans notre pays. Hein, le président de la République et les élus locaux, en particulier les maires. Parce que là, ces gens-là sont tous, normalement, au contact de la population, direct. Hein. Le président de la République devrait être au contact direct de la population. Il faudrait qu'il sorte de son château un petit peu, quand même. Qu'il aille voir vraiment dans les campagnes. Mais ça, c'est fait, ça, dans notre vie politique. Napoléon a fait cela un petit peu. Et nos rois, jusqu'à Henri IV, je crois, passaient leur temps à promener la cour pour rencontrer tous les Français. Hein? Et bon, De Gaulle l'a fait pas mal, aussi. Moi, j'ai rencontré De Gaulle, j'étais gamin, je l'ai rencontré en Sarthe, au Prytanée militaire, à la Flèche, si vous voulez. Dans un coin, là aussi, qui n'était pas très grand. Hein? Donc, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. La fonction humaine de l'élu, hein, ce n'est pas uniquement une fonction économique, ce n'est pas uniquement une fonction de représentation vers l'extérieur, etc. Non, non, fonction humaine. On a vraiment besoin aujourd'hui énormément de solidarité et de nous reconnaître. Et je crois qu'il n'y a que deux vrais niveaux de pouvoir en France pour les élus, c'est le président de la République et la mairie. Je vais décider d'être court. Je suis complètement ouvert à toutes les questions. Je n'ai pas parlé d'économie, il me l'avait demandé, mais les questions sont autant que vous voulez. Et puis, voilà, toutes les questions, je suis disposé à répondre.
Dans le cas où vous feriez un pourcentage intéressant au niveau de l'élection présidentielle, ou de la lutte, peu importe, et que ça donne un courant de pensée ou un courant d'action, sur quoi vous appuieriez-vous pour le transformer au niveau de la société? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je vous vois là, vous êtes entouré, mais au niveau politique, il n'y a personne derrière vous. Ben, je crois que si. À part les maires ruraux, mais je veux dire au niveau parlementaire. Ah ben non, ben écoutez, monsieur, je ne peux pas. Il y a un an, j'étais tout seul. 1 an et 3 mois. Radicalement seul. Non, nous étions 5. Hein? Et maintenant, je vous l'ai dit, l'architecture de notre association politique, c'est environ 200 personnes. Et puis, sur Facebook, on arrive à 14 000. Et puis, il y a le site. Et puis, le deuxième livre se vend très très bien lui aussi. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui me connaissent. Et il m'a été dit que tous les députés et sénateurs ont entendu parler de moi. Et maintenant, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'ils certains commencent, bon, tout doucement, à s'intéresser à moi, à m'appeler, ça vient. Voilà. Alors que je partais de zéro il y a 1 an. Donc je vous laisse, si la dynamique continue, et elle va continuer, puisque nous allons amplifier notre affaire. Nous venons de créer un studio. Nous avons notre studio pour faire des vidéos à Paris. J'ai déjà fait une 40aine de vidéos qui roulent très bien, qui vont très bien. 40 ou plus que ça. 50 vidéos qui marchent très bien. Nous aurons bientôt, et oui, une télévision au mois d'octobre, il faut le dire, hein, notre télévision, etc. Donc je crois que l'affaire est bien enclenchée. Je ne peux pas vous dire je serai élu. Ce que je peux vous affirmer, c'est que je ne me suis jamais engagé pour perdre ou pour figurer.